Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce vendredi 22 janvier en Afrique de l'Ouest. L'heure est au dialogue politique en Côte d'Ivoire. Hier, le président Alassane Ouattara a rencontré à Abidjan le chef du parti d'opposition du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. L'objectif de cette rencontre est de parvenir à la réconciliation du peuple ivoirien, une réconciliation qui passera notamment par la libération des derniers détenus de la crise post-électorale de 2010-2011, qui a fait, vous le savez, plus de 3000 morts dans le pays en seulement 5 mois de violence. Le parti au pouvoir de M. Ouattara ainsi que le FPI doivent désormais s'accorder sur le nombre exact de ces prisonniers à libérer. Pour le Front populaire ivoirien, il s'agit de 300 personnes. Pour le gouvernement, il serait plutôt entre 140 et 150 prisonniers. C'est lors de son traditionnel discours à la nation, à la veille du Nouvel An, que le président Alassane Ouattara avait annoncé avoir accordé un des grâces à 3100 détenus, dont certains de la crise post-électorale, née, vous le savez, du refus du candidat Laurent Gbagbo de voir la victoire présidentielle de M. Ouattara. Écoutez ces déclarations d'un membre du gouvernement actuel et du président du FPI, qui était donc hier, après leur réunion avec le président de la République. Les questions liées au renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous avons abordé ces questions, mais je peux vous dire qu'au niveau du président de la République, nous connaissons toujours sa position. Il s'agit pour lui d'aller résolument à la réconciliation nationale à travers le dialogue avec l'opposition. C'est une réunion qui, par son contenu et par sa qualité, marque une autre étape, une autre phase du processus démocratique dans notre pays. Par la qualité, parce que nous avons abordé tous les grands sujets qui nous préoccupent ces dernières années. Dans la concertation, nous travaillons ensemble à la consolidation de la paix, de la démocratie et à la réconciliation nationale entre les Ivoiriens. En Afrique de l'Est, en revanche, la réconciliation semble malheureusement difficile en ce moment au Burundi. De violents affrontements viennent encore tout juste d'être rapportés à Bujumbura. Plusieurs témoins font état d'au moins un mort et un blessé suite à des tirs dans le quartier de Mutakura, situé au nord-est de la capitale. Plusieurs explosions ont également été entendues dans les quartiers de Bwiza et de Musaga, au nord de Bujumbura. Le Burundi se trouve dans une nouvelle crise, vous le savez, depuis que le président Pierre Nkurunziza, qui a été réélu en juillet dernier, avait annoncé son intention de briguer un 3e mandat présidentiel, violant ainsi, selon ses opposants, les accords de paix qui avaient été signés qui avaient permis de mettre fin à 10 ans de guerre civile. Depuis le début de la crise en avril 2015, ce sont plus de 400 personnes qui ont été tuées au Burundi. Et dans ce contexte de violence, 2 anciens présidents du Burundi, Domitien Ndayizeye et Jean-Baptiste Bagaza, ont appelé hier à l'envoi d'une force de l'Union africaine et une intervention de l'Organisation des Nations Unies afin de stabiliser le pays. Les derniers tirs et explosions rapportés surviennent justement alors qu'une délégation de l'ONU se trouve dans la capitale Bujumbura. Cette délégation du Conseil de sécurité est venue avec pour objectif de convaincre le gouvernement à ouvrir un dialogue sérieux avec l'opposition et à accepter le déploiement de 5000 soldats africains dans le cadre d'une mission africaine de prévention et de protection au Burundi, appelée la MAPROBU. À leur arrivée hier à Bujumbura, les représentants des Nations Unies ont été accueillis par des manifestants pro-gouvernementaux. Ils étaient plusieurs centaines de partisans du président Pierre Nkurunziza à brandir des pancartes qui indiquaient par exemple « Un génocide n'arrivera pas » ou encore « Arrêtez d'interférer dans les affaires burundaises ». Et en attendant le prochain sommet de l'Union africaine qui aura lieu les 30 et 31 janvier en Éthiopie et au cœur duquel seront placées ces discussions sur la mise en place de cette force africaine, voici le message que les partisans du président burundais actuel ont tenté de diffuser hier à l'arrivée de la délégation onusienne. Je suis ici pour accueillir Samantha Power et c'est ce qui m'a motivé de venir ici. C'est que les gens disent qu'il y a une guerre ethnique ici au Burundi et qu'il n'y a pas une unité.
Si tu essaies d'analyser, il y a la paix. La paix est totale au Burundi. Et les violences se succèdent également dans la Corne de l'Afrique. Hier encore, une explosion et une fusillade ont eu lieu devant un restaurant de la capitale somalienne Mogadiscio. La police parle d'une fusillade nourrie qui aurait fait suite à l'explosion d'une voiture piégée en bordure de la plage du Lido. Les nombreux restaurants de cette partie du front de mer sont fréquentés par des hommes d'affaires et par la diaspora somalienne revenue dans le pays. Pour le moment, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais évidemment, les premières suspicions se portent comme souvent sur les rebelles islamistes Shebab liés à Al-Qaïda et qui ont l'habitude de mener ce genre d'attentats. Les Shebab somaliens qui, le 15 janvier dernier, ont pris d'assaut, vous le savez, une base kenyane de la MISOM, la force internationale de l'Union africaine qui soutient les institutions somaliennes. Cette attaque dans le sud du pays a mené à la destruction et au pillage de cette base militaire. Elle a surtout mené à la mort de plusieurs soldats kenyans et à la disparition de plusieurs autres. Hier, justement, les Kenyans se sont réunis nombreux à Nairobi pour une veillée en hommage à ces soldats abattus en Somalie et dont seulement 4 premiers corps ont été rapatriés jusqu'à présent. Alors que le bilan de l'attaque reste inconnu pour le moment, le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a précisé que les opérations de récupération des morts et des survivants se poursuivaient. Selon le quotidien Daily Nation, une trentaine de militaires survivants auraient été rapatriés depuis vendredi dernier à Nairobi. Le quotidien Standard affirme, lui, qu'un premier groupe de forces spéciales kenyanes, dont une partie parachutée, a finalement atteint lundi soir le camp attaqué afin de tenter de localiser d'éventuels survivants cachés dans les environs. Je vous propose d'écouter les déclarations de certains des participants à la veillée d'hier à Nairobi. Nous sommes là pour pleurer les soldats qui sont morts en Somalie la semaine dernière. Nous sommes venus pour dire qu'il y en a qui ont perdu leurs frères, d'autres qui ont perdu leur mari, d'autres leurs fils. Et nous sommes là pour les remercier pour leur sacrifice, pour pleurer leur mort et pour féliciter les soldats pour le travail qu'ils font en Somalie. Mon cousin faisait partie de cette mission et jusqu'à présent, nous n'avons pas d'informations pour savoir s'il est mort ou encore vivant. La dernière fois qu'on lui a parlé, c'était jeudi. Maintenant, on n'arrive pas à le joindre par téléphone, il a disparu. Depuis, on attend parce que le gouvernement nous a dit d'attendre. Alors, on attend d'avoir des nouvelles. Ouvrons notre page internationale aux États-Unis. Alors que la cérémonie des Oscars, prévue le 28 février, fait beaucoup parler à cause du manque de diversité dans sa sélection, un autre festival du film s'ouvre, celui de Sundance. Le festival du film a été fondé en 1985. Sa particularité, promouvoir les films indépendants. Robert Redford, son président et fondateur, était hier à Park City, dans l'État de l'Utah, pour ouvrir cette cérémonie. Il s'est notamment exprimé sur la polémique autour des Oscars. Les Oscars ne m'intéressent pas. Ce n'est pas mon truc. Je vois déjà les unes de la presse. Je n'aime pas les Oscars. Non, ça c'est le genre de choses que dirait Donald Trump. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas concentré sur cet aspect du cinéma. Pour moi, ce qui compte, c'est le travail en soi. Peu importe ce que ça donne ensuite en termes de récompense, tout ça c'est bien, mais ce n'est pas le genre de choses qui me préoccupe. Je veux être clair, je ne suis pas contre les films de masse. J'ai fait partie de tout ça et j'en suis très heureux. De nombreux films que j'ai faits étaient des films de masse. Mais l'idée du cinéma indépendant que nous avons voulu défendre avec Sundance, ce n'était pas cette horde de barbares qui descend de la montagne pour attaquer le cinéma mainstream. L'idée, c'était d'élargir les choix disponibles au public. Et on a voulu faire croire que j'étais contre le cinéma généraliste, mais ce n'est pas ça. Vous avez maintenant le streaming, Internet, tous ces nouveaux modes de distribution. Vous avez Netflix, HBO, tout cela n'existait pas avant et donc cela empiète d'une certaine manière sur le cinéma classique. Le cinéma n'est pas en bonne forme. Le cinéma indépendant n'est pas en forme. Mais ça a toujours été dur. Le cinéma indépendant survit parce qu'il y a une vraie valeur. Mais ça a toujours été dur pour les cinéastes indépendants de trouver des financements.
Terminons notre flash information au Moyen-Orient. Rencontre avec Abou Omar, un collectionneur de voitures qui vit à Alep, en Syrie. Ce résident du quartier d'Al-Shahar, dans la zone contrôlée par les rebelles, possède toujours 24 voitures de collection, toutes garées en bas de chez lui. Il tente tant bien que mal de protéger ses bolides des ravages de la guerre qui dure depuis maintenant 5 ans dans le pays. Reportage. Presque tous les jours, Abou Omar vient briquer délicatement ce qu'il reste de ses voitures. Au milieu des immeubles détruits d'Alep, ce passionné possède 24 voitures de collection, mais il a du mal à les protéger du conflit qui ravage la Syrie depuis 5 ans. Il en a déjà perdu 6 dans des bombardements. Quand une de mes voitures est bombardée, c'est comme si moi ou quelqu'un de très proche avait été touché. C'est dur pour moi, comme si c'était mes enfants. Alors je descends pour voir. Ils ont bombardé plusieurs fois, mais grâce à Dieu, je continue à les réparer. Abou Omar est collectionneur depuis toujours. Sa première voiture, une Plymouth 1947. Sa famille, elle, a préféré fuir le conflit. À 69 ans, il se retrouve donc seul avec ses voitures dans sa vieille maison d'Alep, située dans le quartier d'Al-Shahar, une zone de la ville contrôlée par les rebelles. J'aime les choses anciennes, car elles étaient produites de manière plus authentique. Ça les rend plus robustes. Le fait qu'elles durent, que les hommes les aient utilisées pendant longtemps, ça montre qu'elles ont résisté au temps, comme les vieilles voitures solides, celles des années 40, 50 et 60, ou d'autres choses. J'aime tous les produits qui durent. Abou Omar a reçu plusieurs offres pour vendre ses voitures, mais il préfère attendre la fin de la guerre pour pouvoir les léguer à ses enfants. En 5 ans, 260 000 personnes sont mortes en Syrie et plus de la moitié de la population a dû fuir son foyer. C'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 22 janvier. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez un très bon week-end et bonne suite de programmes sur Vox Africa.